Bonjour Richard, vous êtes délégué général Enerplan. Sébastien Meunier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vice-président Smart Building SBA et Marc-André Merlet. Bonjour Marc-André. Vous êtes à la commission énergie du CERS. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle production, stockage, autoconsommation. Alors peut-être on avait dit pour commencer cette table ronde qui va durer une cinquantaine de minutes, peut-être c'est rappeler un peu les enjeux du décret tertiaire et on avait aussi parlé de RE 2020, mais on est plutôt dans le décret tertiaire, Marc-André Merlet. Oui, on peut. Donc en fait, le décret tertiaire, enfin le dispositif éco-énergie tertiaire d'ailleurs maintenant, c'est le nom qu'on lui donne. En fait, c'est une traduction pour l'application d'un article de loi, l'article 175 de la loi Elan, qui stipule que d'ici 2030, en fait, tout le secteur du tertiaire devra avoir réduit ses consommations de 40%. 2040 de 50% et 2050 de 60%. Les assujettis, on va dire, à ce décret sont tous les propriétaires de plus de 1000 m² de surface affectés à cette activité. Alors, ça peut être aussi des industriels dont certaines surfaces sont tertiaires. Sont tertiaires dans des bureaux, sont tertiaires dans du stockage, sont tertiaires dans beaucoup de choses. Ce ne sont pas que des bâtiments de bureaux ou de choses comme ça dans la ville ou dans les campagnes, mais aussi dans les industries. Ce sujet, il est prégnant dans le sens où donc ce moins 40% d'ici 2030, il est exigé par la loi Elan, et donc le dispositif éco-énergie tertiaire est doté maintenant d'un décret d'application. Ce décret d'application a 2 arrêtés aujourd'hui, un troisième qui va bientôt sortir. Pour la mise en œuvre de ce dispositif éco-énergie tertiaire, on va avoir une plateforme numérique prochainement qui va nous permettre par type d'assujetti, en fait, par propriétaire de biens immobiliers assujettis, donc d'une surface supérieure à 1000 m², va devoir renseigner cette plateforme. Alors, au début, c'était 2021, mais septembre 2021, mais les conditions, en fait, depuis 1 an ou 2, sont tellement compliquées. Le contexte Covid n'a pas aidé du tout à ça, et du coup, les objectifs qui étaient de rentrer sur la plateforme Opéra, donc la plateforme numérique qui va permettre de renseigner en fait l'ensemble des consommations et de calculer donc les objectifs de réduction de consommation par assujetti. Cette plateforme qui devait charger en fait qui devait être chargée à partir de septembre 2021 sera en fait à partir de septembre 2022. Donc tous assujettis va avoir la possibilité de travailler le plus précisément possible et avec un peu plus de délai, parce que c'est vrai que c'est pas évident, à l'instanciation de cette plateforme Opéra qui va permettre donc d'identifier tous les propriétaires, tous les postes de livraison, la caractérisation des surfaces de bâtiments et les remontées de consommation. Alors, remontée de consommation par Enedis si c'est Bellec, par GRD si c'est du gaz, et sinon, pour tout ce qui est fuel, biomasse, choses comme ça, ces énergies-là, c'est de la facture, il faudra la saisir sur la plateforme. Oui, alors Marc-André, juste une petite question, ça c'est une annonce que vous faites là, parce que septembre 2022, ça j'avais pas ce report, ça vient d'être fait cette semaine, ou c'est quelque chose de tout nouveau, tout récent? C'est annoncé hein, déjà sur les réseaux. Ouais. Ça va être prochainement dit par le ministère de la Transition écologique, mais c'est déjà identifié il y a une invitation d'ailleurs, il y a un webinaire très prochainement sur ce sujet pour indiquer justement que
on va avoir la possibilité d'avoir ce report pour l'instanciation de la plateforme opérante. Ok, bah ça c'est une nouveauté. Bah, comme ça, je vois déjà il y a des gens qui réagissent là-dessus. Alors pour continuer ce premier tour de table qu'on fait ensemble, merci là d'avoir cadré Marc-André là ce sujet sur le décret tertiaire. Est-ce qu'on peut dire Sébastien Meunier qu'on est dans le dispositif aussi du plan de relance de l'État et donc finalement avec des aides. Oui, alors il faut replacer ce décret tertiaire effectivement dans la perspective où ce sont tous les bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés qui sont concernés. Je souligne ce point parce que c'est pas forcément habituel dans notre filière de considérer le parc existant. On a l'habitude d'être tracté par les réglementations successives sur les bâtiments neufs et les réhabilitations, alors que là, on est en train de parler de tous les bâtiments. Alors, pour le chiffrer, là, je vais faire Monsieur Chiffre pendant quelques instants. Pour être plus précis, on est en train de parler de 200 000 bâtiments de 1000 à 3000 mètres carrés, de 95 000 bâtiments de 3000 à 10 000 mètres carrés, et puis 5000 bâtiments supérieurs à 10 000 mètres carrés. Donc, vous voyez la quantité d'ouvrages. C'est colossal. C'est colossal. Mais c'est colossal, mais c'est à la mesure des enjeux, puisque le tertiaire, au total, c'est 900 millions de mètres carrés, 350 millions de mètres carrés, c'est l'État et les collectivités locales, les bâtiments des administrations et des collectivités. Et on navigue dans une trajectoire carbone qui n'est pas bonne du tout, puisque là, on est à plus 19% d'émissions entre 90 et 2017, même si ça a tendance à s'améliorer depuis 2015. Donc on voit qu'on a un gros problème à régler sur les bras. Alors, dans France Relance, en effet, il y a des leviers, 3 leviers de rénovation qui ont été mis en avant. Donc, le changement des équipements, dont l'isolation et les équipements typiquement de chauffage ou de refroidissement. Premier levier. Deuxième levier, la réhabilitation lourde. Et puis, le troisième levier, c'est le pilotage. C'est les actions dites à gain rapide, où là, effectivement, la moyenne des économies engendrées dans un bâtiment de bureau, grâce au pilotage, c'est de l'ordre de 55%. Donc, on voit que là, on a un gisement qui est reconnu dans France Relance. Alors, les grands chiffres de France Relance, c'est 6,7 milliards qui sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments, au sens large, donc y compris le résidentiel, avec un gros focus sur les bâtiments publics. Je vous donnais les chiffres tout à l'heure, c'est 350 millions de mètres carrés, donc 4 milliards qui seront alloués via différents appels à projets, et notamment on peut citer les bâtiments de l'État pour 2,7 milliards, les lycées pour 300 millions. Alors, il y a aussi le secteur privé qui est concerné dans une moindre mesure, mais quand même. Donc, les locaux des PME, TPE, PME, il y a 200 millions d'euros d'enveloppe financière, sachant que ces bâtiments privés, c'est 98% des entreprises françaises et la moitié des emplois. Donc, c'est quand même un lieu où on va souvent, même si en ce moment, on est pour un certain nombre d'entre nous à la maison. Ouais. Voilà, après, on a les EHPAD et les hôpitaux. Il y a 2 milliards qui sont mobilisés dans la rénovation énergétique dans le cadre du Ségur de la santé. Et donc, on entame vraiment une transformation sans précédent de l'économie française et dont les bâtiments font partie, avec une forte orientation écologique. Et donc, on doit devenir, d'ici 30 ans, beaucoup moins énergivore et donc réduire de 60% ses consommations d'énergie, c'est considérable. Et par rapport à ça, nous, pendant la crise, il y a un peu plus d'un an de ça maintenant, lors du premier confinement, et aujourd'hui, toutes les semaines, nous travaillons ensemble dans la filière. Donc, je parle du GIMELEC, de l'IGNES, de la FFIE, du CERS et de la SBA pour définir en fait les caractéristiques d'un simulateur de rénovation énergétique avec le pilotage pour les bâtiments privés. Et puis, avec les collectivités locales, on travaille avec la FNCCR pour mettre en place, pour livrer au marché, j'espère à la rentrée de septembre, un simulateur de rénovation pour faire jaillir ces gisements d'économie. Ouais, donc il y a des outils qui vont sortir. Alors maintenant, on continue ce tour de table. Merci Sébastien. Aussi, c'était important de refixer les chiffres parce qu'on voit que ce travail est colossal. On en parlait d'ailleurs sur la préparation de cette table ronde. On disait il y a 10 ans de travaux importants, plus que ça même. Mais là pour commencer, Richard Loyen. On parle donc le thème aujourd'hui, c'est production d'énergie, stockage et autoconsommation. Donc production d'énergie,
Vous, c'est un sujet que vous connaissez bien, mais le photovoltaïque, alors dans tout ça, on en est où? Je ne vais pas parler que du photovoltaïque, mais je retiens que dans les leviers qu'a cité Sébastien, il n'a pas cité la production d'énergie renouvelable. C'est le quatrième levier, entre guillemets, pour améliorer l'efficacité énergétique. Même si aujourd'hui, l'autoconsommation photovoltaïque d'électricité solaire est un peu un passager clandestin, puisqu'il n'est pas reconnu officiellement dans le décret tertiaire, alors que son petit frère, même s'il existe depuis plus longtemps, la chaleur solaire l'est. Donc en premier, c'est quel est son besoin. Si j'ai de gros besoins de chaleur, et notamment d'eau chaude, par exemple, parce que je suis un hôtel, je vais plutôt faire de la chaleur solaire, de la production de chaleur solaire pour réduire d'autant ma consommation d'énergie importée, que de mettre la priorité sur le photovoltaïque, même si le photovoltaïque et la production d'électricité pour sa consommation propre va pouvoir permettre de faire des économies d'électricité sur la facture et donc qui seront valables pour le décret tertiaire. Quand je dis que le photovoltaïque est un passager clandestin, c'est que il joue pleinement son rôle, mais il n'est pas reconnu. C'est un peu un enfant non reconnu, quoi, par la mère du ministère. Ouais, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup finalement des enfants comme ça, puisque vous prenez cet exemple. Mais est-ce que la production de photovoltaïque aujourd'hui et la construction de photovoltaïque est importante? Aujourd'hui, oui. Et je voudrais dire, si on veut d'ores et déjà viser le niveau 2040, voire le niveau 2050 atteignable dès aujourd'hui, il va falloir combiner plusieurs solutions. Et finalement, le photovoltaïque en autoconsommation va permettre de faire une partie du chemin, d'aller au-delà de la stricte efficacité et de la maîtrise de la demande et du pilotage. C'est emboîter toutes ces solutions pour atteindre la meilleure performance possible. Et si on peut d'ores et déjà traiter des bâtiments de niveau 2040 ou 2050 dès aujourd'hui, sachant que le photovoltaïque a son économie propre. Aujourd'hui, on peut avoir une subvention, une aide à l'équipement et être sûr de combien sera racheté le surplus. On va bientôt évoluer avec le tarif d'achat en guichet entre 100 et 500 kilos, qui est un vrai point de blocage. Jusqu'à présent, on peut les louer à la loterie de l'appel d'offres de la Creux. Dorénavant, ça sera direct, donc il y aura beaucoup plus de dossiers qui vont pouvoir rentrer. Et sur tout ce qui est chaleur solaire, aujourd'hui, il y a par ailleurs les aides de l'ADEME qui sont prévues dans le cadre du fonds chaleur et qui est aussi richement doté. Donc voilà. Quel est son besoin? La chaleur solaire, c'est livré avec le stockage, qui s'appelle un ballon d'eau chaude. Le photovoltaïque, on est plutôt aujourd'hui sur une consommation au fil de l'eau avec un pilotage des besoins, pour être concomitant si autant que faire se peut. Et en dernier lieu, on mettra du stockage électrochimique avec une batterie qui peut, pour l'occasion, être une batterie de seconde vie d'une voiture électrique pour continuer le cycle de l'économie circulaire. Oui, donc effectivement, on voit des batteries. Alors, vous, votre propos, là, je vais faire réagir dessus Marc-André qui va réouvrir sa caméra. Marc-André, vous, votre propos, Richard Loyen, c'est de dire, nous, ce qu'on prône, c'est de viser directement 2050 et qu'il y a des montages financiers. On peut viser le niveau 2030, on peut se contenter de la première marche. Ouais. Mais aussi, si on est une foncière, on peut se dire, tiens, je vais traiter une partie de mes bâtiments, ils seront directement à 2050 et j'y reviens plus. C'est ça. Alors, si tous les 10 ans, il faut remettre un panier de travaux, voilà, c'est selon l'opportunité. Est-ce que je peux mettre des ombrières de parking devant le photovoltaïque, devant mon immeuble tertiaire ou pas? Enfin, chaque cas après va être spécifique. Vous voyez beaucoup de montages, Richard, de tiers investisseurs finalement qui aident les propriétaires, les maîtres d'ouvrage. C'est une offre qui est portée par un certain nombre de nos membres, que ce soit Lexa, Niello, je ne vais pas tous les citer parce que sinon ils vont en vouloir de ne pas tous les avoir dit, mais il y a des offres aujourd'hui de services qui existent, à la fois d'investissement dans l'efficacité énergétique, le pilotage, la maîtrise, et en même temps du photovoltaïque en autoconsommation. La petite subtilité juridique, c'est que dans ce montage de tiers investisseurs, on ne va pas vous vendre de l'électricité solaire, on va vous louer la mise à disposition d'un générateur d'électricité solaire dont vous profiterez. Ouais. C'est juste pour pas être taxé sur les électrons, mais c'est une petite subtilité qui quand même vaut son pesant de cacahuètes en euros. Marc-André, Oui. quand on regarde les propriétaires, vous avez un point de vue un peu, on en avait parlé, un petit peu différent, complémentaire, en disant on a des fois aussi des propriétaires qui ont du mal à aller au-delà des 7-8 ans de retour sur investissement, et donc c'est pas toujours évident de les projeter jusqu'à 2050. Ben oui, alors il y a plusieurs sujets dans celui-là. C'est que on fait toujours ce qu'on peut
même si on est de la meilleure volonté du monde, c'est pas toujours évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif éco-énergie tertiaire, au-delà de demander des réductions de consommation d'énergie, il se base sur les factures. Et ça, c'est un grand changement parce que jusqu'à présent, par exemple, quand on dépose un permis de construire, on a on va dire, une étude thermique qui est fabriquée par un logiciel de simulation thermodynamique. Et cette étude thermique, en fait, c'est sur papier, c'est pas en vrai, c'est pas avec les usages et les habitants du bâtiment que cette consommation elle est réalisée. Et du coup, quand on se retrouve en exploitation, donc on peut avoir des consommations un peu plus importantes ou choses comme ça. Donc déjà, ça coûte un certain prix. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le prix de l'énergie est tout à fait raisonnable et beaucoup d'actions de performance énergétique, en particulier quand on attaque la rénovation en profondeur, type bâti, choses comme ça va coûter un peu cher. Et du coup, ça va probablement, si on souhaite travailler qu'avec les économies d'énergie, en termes d'euros, pas en termes de kilowattheures, ça va probablement être assez long à rembourser. Et par conséquent, les entreprises qui occupent ces locaux ont une vision peut-être à 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais c'est difficile de se projeter au-delà. Et nous, au CERS, on le voit hein, dans les contrats de performance énergétique ou les marchés globaux de performance hein, qu'on essaye de monter de la façon la plus exemplaire possible. Eh bien, passer un certain temps de retour sur investissement, les propriétaires de bâtiments ont du mal à trouver ou le financement ou à se projeter. Donc, on leur propose de les accompagner sur la partie financement. Ça, on le fait. Mais malgré tout, ça demande un apport sur certaines actions de performance énergétique qui sont en fait un peu délicates. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça va évoluer. Est-ce que vous avez des propriétaires qui viennent vous voir en disant voilà, mettez-moi la production d'énergie, le stockage et l'autoconsommation, je veux transformer mon bâtiment? Est-ce que c'est systématiquement dans leur projet vous voyez, puisque c'est le thème de la conférence, cette brique-là, production, stockage et autoconsommation? Oui, clairement. En fait, il y a plusieurs choses. Comme on le disait, c'est la facture qui fait foi sur le dispositif éco-énergie tertiaire. Cette facture, en fait, elle vient du réseau. Elle vient de l'apport de matières premières, biomasse, énergie fossile, que sais-je. Pour la réduction de cette facture, si on produit en local et qu'on consomme en local, ben forcément, cette facture va descendre. Puisque l'énergie qu'on aura consommée en local et produite en local, elle ne viendra pas du réseau. Ouais. Donc, ça va satisfaire aussi aux obligations du dispositif éco-énergie tertiaire indirectement sur quelques pourcents qui seraient très compliqués à aller chercher, peut-être avec des temps de retour sur investissement un peu trop importants parce qu'on toucherait vraiment en profondeur le bâti ou choses comme ça pour améliorer. Et par conséquent, eh bien, la mise en place d'une centrale de production d'énergie renouvelable en autoconsommation permettrait de descendre de façon indirecte la consommation venant du réseau. Oui, donc ça c'est important. Sébastien, on en parlait là, c'est Marc-André qui le disait. Aujourd'hui, on n'est plus sur des calculs théoriques, on est sur la réalité. Donc, il y a une nécessité de la remontée des infos de consommation qui sont aujourd'hui maintenant au cœur de l'efficacité énergétique. Hein, ça, c'est une nouveauté. Et il y a avec le décret BAX. Donc, peut-être ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement au SBA. Alors, en effet, on voit que ces nouvelles exigences, elles placent la donnée au cœur des plans d'action de la rénovation parce que on est sur un système vivant d'une part et puis on voit que ça s'étale sur de nombreuses années. Donc, c'est la nécessité de piloter au sens vraiment premier du terme. Il faut savoir d'où on part et il faut savoir où on va. Alors, il y a des conséquences importantes hein, puisque j'irai au-delà de l'amende qui est un peu
qui est juste un peu, symbolique, j'ai envie de dire, par rapport aux enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Il y a un mécanisme beaucoup plus puissant, c'est le name and shame. C'est-à-dire que les bâtiments, et donc par conséquent les assujettis qui ne seront pas vertueux, eh bien, ils risquent une dépréciation de leur actif. Alors, je ne sais pas combien ça coûte, ça, mais ça coûte, je pense, beaucoup plus que l'amende. Et donc, on voit que pour éviter cette dépréciation de l'actif et pour être à même de décider des bons travaux à réaliser au bon moment, il faut un système d'information énergétique, il faut de la data. Alors, pour être sûr que tout le monde a bien compris le sujet, la Commission européenne, puisque décret tertiaire ou BACS, ce n'est pas un caprice de la France, ce sont des transpositions de directives, introduit une obligation de moyens. C'est-à-dire de dire, de toute façon, le décret tertiaire, vous n'allez pas y arriver si vous ne mettez pas en place un minimum de moyens pour pouvoir piloter vos installations, que ce soit au niveau de la maîtrise de la demande et que ce soit aussi sur la partie production d'énergie. Et donc, pour ça, on s'appuie sur une norme européenne qui définit des classes de gestion de pilotage qui sont repris dans le décret BACS et donc qui indique que pour tous les bâtiments existants, c'est la même logique que tout à l'heure, il y a une obligation d'équipement d'ici 2025. Alors pour ça, on a un peu comme un Nutri-Score ABCD. Donc la réglementation va nous imposer donc une classe C qui est une régulation standard. Mais bien évidemment, pour aller chercher les gisements du décret tertiaire, il va falloir faire plutôt une régulation avancée ou une régulation à fort rendement, donc aller chercher les classes A et B. Et seules les classes A et B pourront permettre de jouer notamment des scénarios de flexibilité, c'est-à-dire de savoir quand il faut produire, quand il faut autoconsommer, quand il faut réinjecter. Et donc, si on n'a pas ces systèmes qui dépassent l'électromécanique, qui sont des systèmes informatiques, tout simplement, eh bien, ça ne sera pas possible d'aller chercher ces résultats. En attendant, lorsqu'on met en place une GTB sur un bâtiment qui serait en classe C, donc conforme à la réglementation, alors je ne parle même pas de ceux qui sont en dessous de C, dans l'existant, eh bien, quand on met du A, par exemple, on peut avoir des gains en énergie thermique de l'ordre de 30% et en énergie électrique de 13%. Et ça, c'est normé et c'est démontré. Et donc ça, c'est très contributif à l'atteinte des résultats, des objectifs du décret tertiaire. Et puis, on devrait avoir, là, j'espère, à la rentrée, c'est toujours un peu en discussion avec la DGEC, une fiche C2E qui permettrait d'accélérer, ou en tout cas de récompenser un passage volontaire des acteurs en classe A ou B d'ici 2025. Voilà, donc là, on a un vrai levier. Et donc, pour pouvoir exercer correctement ce pilotage, il faut pouvoir accéder aux données, il faut avoir de l'interopérabilité, il faut avoir un système d'information du bâtiment, voire un building operating system, c'est le terme qu'on commence à voir apparaître ci et là, pour mettre en place un pilotage global des systèmes et non pas silo par silo. Parce que si on fait ça, en fait, on va s'apercevoir qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs du décret tertiaire et surtout disposer d'un tableau de bord et d'une aide à la décision. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Et à ce titre-là, il y aura non seulement la performance énergétique et environnementale, mais à la clé, avec le numérique, il y a aussi, bien sûr, la valorisation des actifs et le développement de nouveaux services. Oui. On voit donc qu'il faut mettre en place des systèmes de pilotage. Richard, on parlait aussi, est-ce qu'on peut aujourd'hui autoconsommer de la chaleur ou de l'électricité, parce qu'on finalement, on rentre dans le détail de l'autoconsommation, avec les mêmes techniques, et est-ce qu'il faut forcément une GTB? Est-ce que c'est les mêmes installations? C'est la GTB qui va aller relever les compteurs de chaleur, qui va aller relever les compteurs d'électricité, qui va aller relever le sous-comptage de l'alimentation des bornes d'IRVE. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des nouveaux besoins qui arrivent, qui n'étaient pas couverts jusqu'à présent. Et je pense notamment aux bornes de recharge de véhicules électriques, avec une obligation pour un certain nombre de bâtiments tertiaires de s'en équiper, ce qu'ils reçoivent du public. Donc ça va faire des consommations en plus. Et donc, il va falloir bien les identifier pour pouvoir les déduire par rapport aux consommations qu'on avait avant. Et on peut également faire du pilotage de recharge intelligente de voitures électriques. On était ce matin, on avait un petit déjeuner avec l'AVER et Wavestone pour présenter l'étude qu'on a fait, que Wavestone a conduit sur les analyses des retours d'expérience
sur la complémentarité du photovoltaïque et de l'électromobilité dans le tertiaire. Et on s'aperçoit que finalement, le mettre du photovoltaïque, ça permet de réduire les coûts de mise en œuvre d'IRVE, de l'infrastructure, puisqu'on va pouvoir mutualiser notamment des infrastructures comme la VRD, et par ailleurs, de pouvoir potentiellement limiter son coût d'accès au réseau, ce qui veut dire du renforcement, le cas échéant, parce que quand on commence à mettre des bornes de 22 ou 50 kilos, à la fin, on peut dépasser le HTA où on n'était pas, par exemple. Et puis, alors, coût de raccordement. Le HTR, là, juste pour c'est la haute préciser. tension au-delà de 250 kVA. Oui. On peut allègrement franchir et donc ce qui demande un plus gros câble, un poste source pour transformation, etc., tout ce qui sera aux frais du consommateur. Et puis un abonnement également qui n'est pas le même, qui est plus coûteux. Au final, donc, le bon an, mal an, c'est un autre enjeu aujourd'hui que doivent avoir les gestionnaires de parcs tertiaires. Il y a à la fois le décret tertiaire, mais il y a le déploiement de l'électromobilité qui va apporter de la complexité en plus, et où là, le solaire est bien positionné. Jusqu'à présent, sans stockage, les opérations qui ont été menées, mais de plus en plus, il y aura avec stockage pour pouvoir écréter à la fois en production et en soutirage, parce que la baisse du coût des batteries suit à peu près celle du photovoltaïque, qui a vécu au moins 90% en 10 ans. Les batteries, avec la puissance industrielle qui est en train de se mettre en œuvre pour répondre à l'électrification du transport, est en train de passer sur les mêmes niveaux, quoi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre étude, vous avez aussi analysé on parle de véhicule to grid, c'est-à-dire c'est le véhicule to grid, il va arriver, il va pas encore arriver maintenant. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul constructeur qui le met un peu en base. Il y a encore des standards qui doivent évoluer. On peut rappeler au public, parce que pour véhicule to grid, en fait, c'est un véhicule on va pouvoir décharger le véhicule à la maison quand on arrive dans son immeuble. On va pouvoir peut-être rendre des services au réseau. Parce qu'on ne peut pas forcément fournir de l'énergie, mais on peut participer au réglage du plan de tension, des fréquences, etc. Donc, assurer des réserves d'énergie primaire, on peut faire plein de choses. Alors, avec une seule voiture, non. Mais quand on agrège une flotte de véhicules, peut-être que demain, Renault sera un agrégateur de services électriques comme d'autres constructeurs pourraient l'être. Donc, mais ces véhicules-là vont arriver plutôt vers le milieu fin de décennie. Ils sont tout en train de se normer, etc. Et après, il y aura également l'acceptabilité d'utiliser son véhicule comme une batterie sur roue. Et concrètement, je recharge ma voiture avec les ombrières du parking au bureau. Je reviens, j'avais 80 kWh, mon réservoir était plein, j'en ai pas consommé beaucoup pour rentrer à la maison. Et ben, je vais peut-être pouvoir en prélever un ou deux le soir à 19h, quand c'est l'heure de pointe. Au sens d'ici à quelques années, les pointes de soutirage avec le compteur 4 quadrants, le voiture, on paiera l'électricité plus cher. Et ben, je vais éviter d'aller consommer de l'électricité au moment où elle est la plus chère parce que tout le monde en consomme trop. Et ben, moi, je vais pouvoir entre guillemets, presque m'effacer du réseau. Simplement, je vais aller prendre un petit peu d'électricité dans ma voiture que je remettrai ou pas. Parce que pour passer la soirée, je vais avoir besoin de quelques kilowattheures. Et si j'en ai 80 dans ma voiture, j'en ai largement le lendemain pour retourner au travail. Donc, voilà, en termes d'énergie renouvelable, on voit autre chose que du photovoltaïque qui se met dans ce dispositif de production d'énergie. Est-ce qu'il y a de l'éolien? C'est des contrats de fourniture. Aujourd'hui, le principe du photovoltaïque, c'est on produit sur site, on avale compteur. Mais on peut pas mettre de l'éolien sur site, ça n'existe pas encore. C'est pas très performant, l'éolien urbain, ça peut faire du bruit, il faut des autorisations, etc. Enfin, le principe du photovoltaïque, c'est que c'est simple, on n'a qu'à mettre les panneaux au soleil et tous les jours, le soleil se lève et ça produit de l'électricité quasiment, sauf les jours de pluie. Mais oui, l'entretien est minimal, c'est pas des pièces en mouvement. Aujourd'hui, les coûts sont faibles et on a des matériaux photovoltaïques qui peuvent remplacer des éléments de construction. Aujourd'hui, ça coûte moins cher d'avoir un toit solaire que de mettre de l'ardoise naturelle. Donc, pour tous ceux qui faisaient les toits en ardoise naturelle, ils ne se posaient pas la question du temps de retour de l'ardoise. Aujourd'hui, à l'instant 1, l'investissement est moindre et ça produit de l'électricité pour le bâtiment. L'ardoise, c'est que pour la partie ouest de la France. Mais voilà. Aujourd'hui, on a des façades qui vont faire office à la fois de verre, de transparence et de production d'électricité. Il y a de gros efforts aujourd'hui sur tout ce qui est l'intégration au bâti, avec des solutions qui sont
techniquement et architecturalement assez sympathique pour faire de la rénovation lourde. Mais c'est un des enjeux avec les façadiers, etc., qu'on a à traiter pour mettre des solutions plug and play qui seront directement au service de la performance avec nos collègues entrepreneurs du CERS et d'autres syndicats. Ah ben voilà, ben justement, alors vous passez la parole à Marc-André. Là, on parlait des contrats, on a à peine parlé tout à l'heure du contrat de performance énergétique, Marc-André, et des marchés globaux de performance. Parce que vous en déployez beaucoup des contrats de performance énergétique aujourd'hui. Oui, c'est une grosse activité chez nous, dans le sens où, en fait, aujourd'hui, on sait que l'énergie, elle coûte X, on sait que demain, elle coûtera plus cher, et qu'après-demain, encore plus cher. Ce n'est pas un produit qui va, comme disait tout à l'heure Richard, les panneaux photovoltaïques ou les batteries, ce n'est pas un produit qui va diminuer avec l'année des années. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait avec les entreprises du CERS, c'est qu'on travaille sur en fait, de l'optimisation à long terme de bâtiments pour rendre le meilleur service au client et lui diminuer ses consommations, et qu'aujourd'hui, elles valent X, mais forcément, elles vendront plus cher demain. Par contre, ce qu'on fait, c'est que, et ça rentre d'ailleurs dans la même démarche et dans le même esprit que le dispositif éco-énergie tertiaire qui est sorti de la loi Elan fin 2018, c'est très proche. C'est très proche dans le sens où ce qu'on fait chez nous, toutes les entreprises du CERF font ça. En fait, on est en capacité de réaliser des audits énergétiques type NFEN 16247, ceux qui sont réglementaires, pour avoir la meilleure qualité de l'audit et la meilleure connaissance du bâtiment en termes de vie, de caractérisation du bâtiment, d'utilisation des usagers, de caractérisation des consommateurs également, pour pouvoir proposer la meilleure amélioration possible en tenant compte de la vie de l'usager à l'intérieur, et ensuite de ramener une partie production d'énergie renouvelable pour justement s'intégrer dans le dispositif éco-énergie tertiaire et produire de l'énergie en local qui donc ne sera pas consommée sur le réseau. Ça s'appelle un contrat de performance énergétique ou un marché global de performance. En fait, les deux existent. On arrive à avoir des temps de retour sur investissement en globalisant des bonnes actions, des mauvaises actions, des actions plus longues, des actions de performance énergétique. On arrive à avoir un temps moyen de retour sur investissement et on accompagne donc les assujettis à pouvoir respecter l'objectif du dispositif éco-énergie tertiaire par l'amélioration de perf énergétique et aussi de la production d'énergie renouvelable en local. Qu'est-ce qui porte le risque finalement sur les économies d'énergie? Parce que finalement, il y en a un qui porte le risque qui pourrait être réalisé, parce qu'il y a un montage qui est fait là-dessus. Dans le cadre d'un contrat de performance énergétique ou un marché global de performance, en fait, ce sont des contrats qui sont bien usités et bien connus par tous les juristes et par tous les professionnels du secteur. Bien souvent, mais en fait, c'est un deal. C'est un deal, on dit, écoutez, atteindre moins 30%, ça coûte tant, mais nous, on vous dit qu'on va les atteindre. Et si on ne les atteint pas, eh bien, on se mettra en lieu et place pour assumer le pourcentage non atteint, le temps qu'on trouve les actions de performance énergétique nécessaires pour atteindre cet objectif de moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 40% étant l'objectif de 2030 pour tout le secteur du tertiaire. Ça, c'est le contrat de performance énergétique. Ensuite, on peut essayer, si on a vraiment des soucis à l'atteindre, mais en général, on arrive quand même à bien faire les choses. Comme je vous disais, on commence par essayer d'étudier de la meilleure façon possible le bâtiment, et ça passe par un audit énergétique, comme je le disais tout à l'heure, type NF 16247. Il y a d'autres normes qui existent, mais celle-là est plutôt bien. Et ça nous permet d'avoir quand même un coefficient de certitude assez important en matière d'action de performance énergétique et de temps de retour sur investissement. Donc, du coup, et d'évitement de consommation. Donc, du coup, on se base là-dessus, sur la meilleure connaissance, la meilleure étude du produit, pour savoir ce qu'on va améliorer dans le bâtiment et ce qu'on va devoir mettre en place comme production d'énergie renouvelable pour
aller jusqu'à l'objectif d'évitement de consommation venant du réseau. Oui, donc il y a ce travail d'audit qui est à mettre en place. Ça, c'est aussi un sujet, Sébastien, au SBA sur lequel on en parlait, hein, où vous travaillez, c'est l'accompagnement des acteurs. Il y a des cadres de référence là-dessus. Voilà, parce que là, je crois que maintenant, dans cette table ronde, on a bien positionné les enjeux, les objectifs et puis aussi les promesses, hein. Richard nous a bien détaillé voilà, des cas d'usage. On pouvait faire peut-être choses en combinant les différents systèmes. Ce qu'on fait au SBA depuis 2012, c'est favoriser l'adoption massive du numérique dans les bâtiments et la ville pour justement réussir cette transition environnementale et climatique. Et il faut accompagner les acteurs parce que tout ça, en fait, ça ne tombe pas en marche tout seul. Il y a des sujets autour de la data, de sa sécurisation, de sa gouvernance. Et il faut accompagner les acteurs dans la méthodologie appropriée. Alors pour ça, on développe des cadres de référence. Alors les cadres de référence, en fait, ça couvre différentes thématiques autour de la connectivité, de l'architecture réseau. Alors pas réseau que électrique, mais aussi surtout réseau de data, les équipements et les interfaces capables d'interagir ensemble. Par exemple, dans le véhicule to grid ou to building, pour rester dans le tertiaire, c'est pas que de l'électromécanique, hein. Il faut aussi des protocoles, il faut des échanges de données, il faut tenir des engagements de service, prendre en compte des données tarifaires, par exemple, et puis tout en assurant un niveau de sécurité des systèmes, de protection des données, pour accueillir tous ces nouveaux services du numérique. Voilà, donc ça, c'est le principe de Ready to Service, hein, qui est le premier cadre de référence qu'on a publié au SBA. C'est déjà 2 millions de mètres carrés qui sont équipés. Ça peut même faire l'objet d'une labellisation délivrée par Certivea, qui est une reconnaissance, on va dire, supplémentaire. Mais on peut tout simplement aussi mettre en œuvre le cadre de référence dans le cadre de son projet. Alors, vis-à-vis de ça, il y a plusieurs déclinaisons. Je vais en citer 3 et je ne pourrais pas aller dans tous les détails. Mais le premier enjeu, c'est au niveau de la circulation de la data. Donc, on va publier là dans quelques semaines un cadre de référence qui va s'appeler R2S Connect, qui va viser à faciliter l'interopérabilité entre les applications et services qui sont par nature hétérogènes, hein, mais puisqu'on voit que là, on commence à combiner différents métiers ensemble, différents silos, des méthodes d'interfaçage indépendants des systèmes propriétaires. Et donc, tout ça, en fait, on le fait au travers de référentiels sur les API, hein, les Application Programming Interface, qui vont permettre d'échanger des données, de qualifier ces données, de les faire circuler, de façon à ce qu'on puisse exécuter les services adjacents. Donc ça, c'est la première chose. Juste avant ça, l'année dernière, on a sorti le cadre de référence pour les réseaux, for grids, et donc qui permet l'analyse des données énergétiques, le pilotage, la flexibilité des bâtiments. Donc si vous avez un bâtiment qui a suivi le cadre de référence for grid, demain, vous savez faire de l'effacement, vous savez faire de l'appel de consommation, vous savez faire du véhicule to grid, vous savez faire tout ça. Et donc ça peut éventuellement aussi faire l'objet d'un label. Et ça permet de prendre en compte l'AMDE, la maîtrise de la demande de l'énergie, et la production locale. Hein, donc ça, c'est vraiment très complet. Et toutes les interfaces de communication et de transmission de data qui sont nécessaires pour les systèmes d'information et le pilotage de l'énergie, dont la flexibilité fait partie. Voilà, donc ça, c'est trois cadres de référence, dont 2 sont déjà publiés et un qui est à sortir, la R2S Connect, qui vont permettre de guider à la fois les assujettis, les assistances à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre, et puis ensuite toute la profession de mise en œuvre, de construction, d'installation, d'exploitation, pour pouvoir mieux piloter son ouvrage avec toutes les fonctionnalités dont on a parlé juste avant. Oui, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui nous suivent. Là, on parlait d'interopérabilité, Marc-André, parce que finalement, vous arrivez sur des bâtiments sur lesquels il y a déjà des systèmes, et puis vous pouvez rajouter différents systèmes, comme le décrivait Sébastien, qui viennent de différentes sources industrielles, et il faut rendre tout ça interopérable. Est-ce que c'est des difficultés, vous, entreprises, que vous rencontrez sur le terrain? En fait,
Mais ça, on va dire que c'est en train de se mettre en place, c'est en train de se développer. On réfléchit autrement dans la production d'énergie et la consommation d'énergie aujourd'hui. Comme le disait Sébastien, ça se rapproche d'un concept qui s'appelle le smart grid. Ce smart grid étant, en fait, jusqu'à présent, on va pouvoir caractériser ça comme ça. Jusqu'à présent, la consommation d'énergie n'intervenait pas dans la production d'énergie. C'est-à-dire que on mettait en route des centrales de production d'énergie. C'était central, ça s'appelle une centrale. C'est donc des centrales de production d'énergie et on avait une idée, on a toujours une idée de ce qui peut être consommé en France chaque jour, chaque année, chaque heure. Et on fait des estimations pour savoir combien on a besoin de production d'énergie centralisée. Eh bien, ce que disent Sébastien et Richard, c'est qu'aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue dans le sens où on va essayer d'être un peu plus exemplaire en production de gaz à effet de serre et donc les diminuer. Et par conséquent, essayer de produire le juste et strict nécessaire à la consommation. Et donc, ces logiciels de gestion de l'énergie et autres vont permettre d'agréger les consommateurs, de savoir qui a besoin de quoi, et en ce moment-là, de mettre en route des productions d'énergie, dans le futur, de plus en plus décentralisées, de plus en plus auprès des collectivités, de plus en plus auprès des habitants et auprès des entreprises. Parce que plus le moyen de production est loin, et plus il y a de la perte dans le réseau. C'est un effet qui s'appelle un effet par impédance. Et du coup, cet effet-là, on l'a quand même beaucoup moins quand on a une production assez proche. C'est combien les pertes en réseau, on peut donner? On peut les estimer. En fait, ça dépend de l'éloignement, mais on peut les estimer en moyenne à une quinzaine de %, je pense, une quinzaine, une vingtaine. C'est pas négligeable. D'une part, c'est pas négligeable, et d'autre part, comme on le disait tout à l'heure, je sais plus qui disait, je crois que c'est Richard qui disait que l'installation de panneaux photovoltaïques, c'est très simple, c'est pas dangereux. Nos toitures en France, comme disait Sébastien, je crois, sont plutôt importantes. Il y a beaucoup de bâtiments pour le tertiaire et on peut les couvrir. On peut les couvrir, ça ne nuit à personne et ça produit de l'énergie décentralisée qu'on peut agréger avec des logiciels de gestion de l'énergie, comme on en parlait, qui permettent donc de prendre le besoin du consommateur, de l'informer, passer des deals aussi avec lui pour lui dire tiens, est-ce que cette période-là… Oui, pardon, vas-y Richard. Vas-y, Richard va répondre. Il faut ouvrir le micro, hein, Richard. Oui, je disais que là, on parlait tertiaire et on a une vision très bâtiment. Mais moi, je voudrais qu'on élargir un peu plus la vision, qu'on ait une vision dans notre communauté locale. Parce que ce qui est aussi important, on verra comment ça se compte dans le décret tertiaire, les exports d'énergie, les imports d'énergie du voisin, est-ce que ça vaut la même valeur, etc. Mais globalement, nos bâtiments vont communiquer leur énergie entre eux et se fournir typiquement un bâtiment tertiaire qui est fermé le dimanche, qui a peu de besoins le dimanche, parce que moi qui ai une chambre froide, etc. Mais on pilote bien la ventilation du parking et voilà, on a tout optimisé. Donc finalement, on produit beaucoup plus qu'on en a besoin. Cette énergie-là, on ne va pas la perdre. Soit on va la stocker pour pouvoir l'utiliser pour les besoins plus tard du même bâtiment, soit on va la partager avec ses voisins. Et par exemple, socialement, on va se dire, tiens, mon production d'électricité, c'est un coût marginal, je la file à la communauté locale pour soulager la précarité énergétique. Donc, on a une nouvelle façon de vivre l'énergie qui va s'installer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. C'est une des nouveautés sociales. Et je pense qu'il y a aussi une belle aventure humaine. Parce que derrière le changement climatique, il faut mettre de l'humain. Et ce qu'on fait pour l'efficacité, on ne le fait pas égoïstement juste pour répondre à la norme, à la réglementation, etc. On le fait parce qu'on change de société et que ces nouveaux objets techniques d'efficacité et de production locale peuvent nous permettre aujourd'hui d'avoir… Forcément, on continue de vivre dans le monde centralisé. Hein. Il y a un grand réseau, il est bien, il est de qualité, on a une bonne fourniture d'électricité, tout ça, c'est parfait. Mais on va y en plus ajouter la résilience du local.
Oui, vous dites il faut pas regarder qu'en silo le bâtiment tertiaire, il faut regarder ce qu'il y a autour et finalement tout le monde va bosser ensemble, À l'échelle quels du que soient les quartier, usages. Ouais. à l'échelle du quartier, et demain, le bâtiment tertiaire, il alimentera du résidentiel le dimanche. Hmm. Il y avait des questions là, on peut prendre quelques questions d'ailleurs du public. Il y a Stéphane qui dit comment convaincre les ABF qui voient le côté architectural et non énergétique. On parle du photovoltaïque. Est-ce que c'est encore aujourd'hui, il y a encore des freins, Richard? On se donne une dizaine de Oui, minutes de questions-réponses, hein, si vous permettez à tous. je vais faire vite. Oui, il reste encore des freins. Les ABF changent. Des jeunes arrivent, les boomers partent à la retraite. Et il y a une circulaire du ministère de la Cohésion des territoires, me semble-t-il, où on inverse la charge de la preuve. Les ABF doivent expliquer en quoi le photovoltaïque, ça va dénaturer. Parce qu'aujourd'hui, il suffisait d'être dans un périmètre, mais même dans un endroit qui ne se voit pas, l'architecte, il avait son compas, il avait dans le périmètre, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et après, on va également faire du bel ouvrage. Aujourd'hui, je pense que je vous parlais d'innovation technologique. Les panneaux solaires photovoltaïques, le classique et le moins cher, c'est les noirs et les bleus. Mais il y a aujourd'hui les Suisses qui ont inventé des façades de toutes les couleurs que vous voulez. On peut même transformer des photographies ou des peintures en façade photovoltaïque. Donc voilà, la créativité humaine n'a pas de limite. Et demain, on va réinventer ces paysages urbains et on travaillera, ça sera plus cher, on va faire de la dentelle, une fois qu'on sera à un bord de monuments historiques, mais on devrait pouvoir quand même produire une part de son énergie. Je parle de quelque chose d'un peu conjoncturel. On a tous entendu aussi sur les semi-conducteurs, les problèmes de pénurie de semi-conducteurs. Est-ce que la filière est touchée aujourd'hui par ces On a conjoncturellement une augmentation des prix. Ouais. Sachant qu'il y a des gros rampes d'investissement qui sont faits, y compris sur des investissements d'usines en Europe. Donc, on peut se réjouir que l'industrie photovoltaïque revient en Europe. C'est là où elle est née pour partie. C'est énormément développé en Chine. Aujourd'hui, oui, on a un peu de tension, mais bon, sur le silicium, il n'y a pas forcément gros de tension. Il y a des gros investissements, y compris qui sont encore en Chine, qui sont faits. On est aujourd'hui sur un marché qui est de 160 gigawatts à peu près de photovoltaïque par an. Il faut s'attendre qu'on va passer à un marché qui sera 250 ou 300 ou 500 gigawatts par an d'ici à quelques années, la fin de la décennie. Donc voilà, nos capacités industrielles vont sans cesse s'améliorer avec des panneaux solaires sans cesse plus performants. Oui, on prévoit de doubler, hein, pour résumer à peu près d'ici une dizaine d'années, c'est ça? Plus que doubler. Les Allemands qui font déjà 5 gigawatts par an, les Français en font 1. Les utilities, le lobby des utilities, donc des entreprises de l'eau et de l'électricité et de l'énergie allemandes, ont demandé au gouvernement de redoubler l'objectif et de passer à 10 gigawatts par an pour avoir 150 gigawatts installés à l'horizon 2030. 10 gigawatts par an, c'est ce qu'on a installé en 14 ans. Donc, effectivement, ça va être croissant et exponentiel. Il faut aussi qu'on le voit parce qu'on n'est pas isolé malgré ce que peuvent penser les uns et les autres de la politique énergétique, des solutions décentralisées, etc. Le photovoltaïque, c'est parti dans le monde, ça y est, c'est parti en Europe, et on va voir le bâtiment allemand se solariser à grande vitesse. Donc, ça veut dire aussi pour nos entreprises des opportunités de marché, mais également des dangers de concurrence, parce que si demain on n'est pas suffisamment bon pour gérer nos chantiers, etc., on verra des entreprises, nos voisins européens qui viendront travailler chez nous pour répandre le photovoltaïque. On comprend. Il y avait une question de Sarah qui posait la question suivante, c'est l'autoconsommation collective pourra-t-elle être prise en compte dans le cadre du décret tertiaire? On va y travailler, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un trou dans la raquette. Comme je disais, aujourd'hui, l'autoconsommation déjà simple en aval compteur, c'est l'enfant honteux. Il n'est pas sur la photo de famille. Il y a une nuance à ça à apporter. C'est que, comme on disait, dans le dispositif éco-énergie tertiaire, la référence, ce n'est pas une étude thermique, c'est la facture. Si on arrive à dire, par exemple, l'autoconsommation, qui en plus, d'ailleurs, il y a une ordonnance qui vient de sortir, parce que avec mon collègue de Enerplan, on s'est un peu mobilisé pour essayer d'avertir les services de l'État qu'on avait des difficultés à faire fonctionner cette chose-là. Mais l'autoconsommation, jusqu'à présent, on pouvait la raccorder que sur un réseau basse tension. Maintenant, on peut la raccorder sur le réseau français, pas seulement basse tension. Et donc, du coup, cette autoconsommation, cette production d'énergie décentralisée qu'on va produire en local, comme on sait parfaitement que les électrons vont se consommer
au plus proche de là où on produit, et bien du coup, cette consommation d'énergie qui sera faite en local ne sera pas faite sur le réseau. Et pour 100 de consommation réseau et 10 de production locale, eh bien, il n'y aura plus que 90 de consommation réseau. Donc, en fait, c'est indirect. C'est indirect, mais ça fonctionne quand même. Parce que c'est la facture venant du réseau qui est prise en compte. Peut-être le sujet, pour Sébastien, rebondir sur ce que disait Richard tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il va falloir dépasser le bâtiment tout seul dans son coin. Il faut qu'on arrive à amener la discussion à l'échelle territoriale, mutualisation des usages, prendre les bonnes décisions sur les moyens de transport, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on se repose, etc. Et donc, c'est cette vision-là qui manque encore pour l'instant, où on avance un peu en compartiments séparés. Et donc, pour apporter aussi une précision sur les architectes, l'ordre des architectes et le CNOA font partie de la SBA et on réfléchit ensemble à ces questions-là pour bien porter le sujet à une échelle territoriale bas carbone. Et c'est là où on voit que avec le numérique, on va pouvoir faire le fameux sous-dimensionnement qui a été évoqué, c'est-à-dire parce qu'on ne va pas pouvoir, si on multiplie, notamment avec l'électrification des usages et la mobilité, on va être obligé de surdimensionner comme d'habitude, ça ne va pas le faire. Et d'autre part, la mutualisation. Les exemples que soulignait Richard sont permis parce qu'on a ces technologies numériques. Et c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre l'équation, mais à une échelle forcément territoriale, pas à l'échelle d'un seul bâtiment. Alors évidemment, le territoire, c'est une somme de bâtiments, et donc les deux se rebouclent, mais il faut impérativement avoir cette vision un petit peu plus holistique. Oui, donc ça c'est quelque chose que vous préconisez, c'est regarder un peu plus loin que son simple bâtiment. Vous avez des référentiels aussi aujourd'hui aux SBA, notamment on le préconise, mais on est en train de le discuter avec l'État. Parce qu'évidemment, tout ça, ça va nécessiter aussi de rassembler différentes filières, de partager cette vision. Donc, c'est ce qu'on est en train de discuter directement avec les services de l'État pour pouvoir obtenir ces territoires bas carbone. Il y avait une question de Monsieur Breuil, pardon. Est-ce que l'autoconsommation, alors peut-être pour Marc-André, est-ce que l'autoconsommation PV avec tiers investisseur, ou pour Richard, est-ce que l'autoconsommation PV avec tiers investisseur est-elle comptabilisée comme étant une économie d'énergie pour le décret tertiaire? C'est pas une économie d'énergie en soi, mais elle va faire baisser la consommation du compteur qui compte ce qu'on importe du réseau. Ouais. Donc, du coup, ça marche. Et voilà. Bon, bonne réponse. Donc Monsieur Breuil, à sa réponse. Alors là, il y avait effectivement, il y a des questions. Là, c'est Stéphane qui pose une question sur les PDL. Alors ça, c'est les points de livraison. Ce que j'en entends sur la question, c'est unité foncière avec un PDL. Comment on fait quand on a plusieurs bâtiments pour faire de la subdivision. Voilà, pour savoir combien consomme chacun des bâtiments. C'est compliqué, hein. Non, faire du sous-comptage. Alors, ça, c'est dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire. Oui. Cette question-là, j'imagine. Oui. Ouais. Alors, c'est pléthore de sites qui sont dans ce cas-là. On peut rappeler le dispositif. On peut rappeler le dispositif, Marc-André, oui. Le dispositif éco-énergie tertiaire, en fait, tous les assujettis de plus de 1000 m² est partie de bâtiments ou plusieurs bâtiments sur le même site sont considérés. Alors après, comme on le disait, ça peut concerner des activités qui ne sont pas que tertiaires. Il peut y avoir de l'industrie. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là, mais on va rester dans le cas simple. Dans l'industrie, c'est encore un autre cas parce qu'on a la capacité de produire de la modélisation parce qu'on n'a qu'un seul point de comptage, malgré qu'il y ait plusieurs types d'activités qui consomment. Et donc, on a la capacité de produire une modélisation de ces consommations. Et ça, on sait le faire en CERS sans problème. Mais par contre, elle devra être, et comme disait Richard, elle devra être confirmée par un plan de comptage, que ce soit échantillon ou, on va dire, complet, qui rentre dans le cadre de ce que disait Sébastien, dans le cadre du décret BACS et de l'obligation qu'ont toutes les entreprises, enfin tous les bâtiments de plus de 290 kW d'installer, de mettre en place un système de gestion de bâtiments intégrant du comptage d'énergie
à partir de 2025. Donc, ça, c'est la date butée. Avant 2025. Avant. En fait, entre maintenant et 2025. Voilà, donc c'est ce que je disais. Peut-être qu'il y en aura qui seront en retard. La butée, c'est 2025. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une fiche C2E, c'est pour quand même inciter les gens à passer à l'action maintenant et puis faire mieux que la réglementation, parce qu'encore une fois, la réglementation, alors si c'est pour faire des travaux maintenant, on dit je suis conforme à la réglementation, comme on fait souvent d'habitude, et puis finalement, en fait, 5 ans plus tard, on se fait rattraper par le décret tertiaire parce qu'on a augmenté la pression. Donc nous, ce qu'on recommande, quand je dis nous, c'est avec le CERS, c'est évidemment toute la profession, c'est passer directement à la classe A ou B. C'est pareil pour le dispositif éco-énergie tertiaire. Il ne faut pas attendre la butée pour commencer, c'est tellement compliqué. Exactement. Comme on le disait, donc c'était juste pour répondre, pour finir de répondre à la question à la personne. Après Richard, vous avez la parole après. C'est juste, en fait, il y a un seul point de livraison, il y a plusieurs bâtiments concernés, eh bien, il va falloir caractériser les surfaces. Et là, on propose d'accompagner tous les gens qui en ont besoin, toutes les entreprises qui en ont besoin, c'est nos clients, les clients du CERS, probablement de la SBA et puis d'Enerplan aussi. On a les capacités de les accompagner pour la caractérisation des surfaces, la caractérisation aussi des indicateurs d'intensité d'usage. Et ça va nous permettre de décomposer le site. Alors, un bâtiment ou plusieurs, ce n'est pas très grave. Et ensuite, d'imaginer un plan de comptage. Alors, pour être le plus efficient possible, on peut l'imaginer et l'étudier par échantillonnage. Du genre, vous avez un bureau, il ressemble à 50 autres. On va en instrumenter un et on va le typologiser pour savoir comment fonctionnent les 50 autres. Et après, on pourra se déployer au fur et à mesure des investissements possibles et des temps de retour sur investissement qu'on aura, et comme on disait, qui vont forcément se faire jour au fur et à mesure des années que l'énergie va augmenter. Il y a une question de Michel que je prends. Puis, elle est pour vous, Richard, et vous allez répondre à la question en même temps. De Michel d'une grosse entreprise bien connue. Bonjour, est-il forcément rentable d'installer, maître d'ouvrage, du photovoltaïque, ou est-ce que c'est parce qu'on est imposé par la réglementation qu'on en installe? Et au sujet du stockage, est-il physique? Alors, ça vous dit quelque chose de stockage pour les batteries? Le stockage peut être virtuel, comme physique. C'est un objet physique. Voilà. Ça coûte très cher ou virtuel, voilà. Donc, il posait cette question. Les coûts baissent. Deuxièmement, je vous ai parlé tout à l'heure des véhicules électriques, c'est des batteries sur roues, donc c'est aussi du stockage. Par ailleurs. Est-ce que le photovoltaïque est rentable? Oui, d'ores et déjà, produire son électricité, c'est moins cher que de l'importer, d'acheter une compagnie d'électricité. Et c'est durablement vrai, parce que le prix de l'électricité distribuée n'a pas fini d'augmenter, alors que le photovoltaïque va continuer de baisser. Donc, on a déjà les courbes se sont croisées. C'est déjà d'ores et déjà moins cher de profiter de ces kilowattheures solaires que plutôt de les acheter à une compagnie d'électricité, quelle qu'elle soit. Sauf pour les électro-intensifs. Mais là, dans le tertiaire, je ne pense pas qu'on ait d'électro-intensifs dans le jeu. Et pour peut-être conclure, j'espère qu'on vous aura convaincu, mais aujourd'hui, vous avez le choix de ne pas subir la contrainte réglementaire, mais de la transformer en opportunité pour vous, entreprises, foncières, gestionnaires de parcs immobiliers. Maintenant, il y a des aides. Plus on se rapprochera des échéances, moins il y en aura. Parce qu'on considérera que vous auriez dû vous réveiller avant. Donc, les pionniers d'aujourd'hui, je veux dire, ont tout à gagner à s'engager, à viser plus que le 2030. Est-ce que c'est le performance 2040, etc. Je ne sais pas, mais ayez de l'ambition. Aujourd'hui, on a tous les outils, des aides, des professionnels qui se mettent en ordre de bataille avec des technologies qui sont interopérables. Donc, go now, quoi. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est la relance. Je dirais quand vous vous réveillerez en 2025 ou en 2030 parce que vous êtes au taquet de l'échéance, il sera un peu trop tard. Et là, ça ne sera plus une opportunité, ça sera une contrainte que vous subirez de plein fouet. Voilà, ça fera la conclusion, Sébastien. Ça fera la conclusion pour tout le monde. Il y avait un petit mot, Sébastien? Non, je voulais dire que j'étais d'accord. Et puis, au-delà de la réglementation, pensée, usage et valorisation de l'actif. Et si vous ne faites pas rattraper par la réglementation, vous ferez rattraper par la dévalorisation de votre actif, ce qui est largement pire. Donc, tout à perdre. Voilà, tout à perdre. Donc, il faut foncer maintenant. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais sachez qu'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Et donc, on n'a pas pu tout développer ici.
Voilà, merci beaucoup Non, à Xavier pour l'organisation, et puis je vous laisse là. voilà, merci à tous les trois. C'était une très belle table ronde.